Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire, cette semaine, c'est sur Twitter que le président turc Abdullah Gül a choisi de riposter à la décision du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan de bloquer le réseau social. Jadis, cité arabe modèle, Bagdad devient la pire ville au monde. Les jeunes iraniennes conquises par la pratique d'un nouveau sport, le parcours. Levée de bouclier contre la décision jeudi dernier de Recep Tayyip Erdogan. Le Premier ministre turc a bloqué Twitter pour interrompre la diffusion de plusieurs révélations contre lui, notamment le contenu d'écoutes téléphoniques qui le mettent en cause dans un scandale de corruption. Le président Abdullah Gül lui-même a tweeté pour dénoncer ce blocage. Les deux hommes travaillaient ensemble depuis 1990, mais depuis quelque temps, les désaccords s'accumulent à 6 mois d'élection présidentielle. Les explications de Maude Roubaud. Devant des milliers de partisans de l'AKP, le Premier ministre reste droit dans ses bottes. Depuis décembre, des proches de Recep Tayyip Erdogan sont touchés par un scandale de corruption. Il y a quelques semaines, des écoutes téléphoniques l'impliquant directement avec son fils ont été diffusées sur Internet. Résultat, il décide de bloquer l'accès à Twitter. Ils continuent à attaquer. Ils continuent à nous porter des coups malhonnêtes et immoraux. Ils disent on va publier ceci ou cela. Ils mentent et répandent des calomnies et ils utilisent Twitter pour ça. Mais face à lui, Abdullah Gül. Vendredi, le président turc a dénoncé ce blocage dans un tweet. Le lendemain, il allait encore plus loin. Seules les pages dont le contenu est illégal, qui violent la loi ou la vie privée, peuvent être limitées ou supprimées. C'est la législation qui s'applique aujourd'hui en Turquie. Nous ne pouvons pas accepter ceux qui essaient de déformer cette réalité. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes de l'AKP sont en désaccord. En juin dernier, lors des manifestations de la place Taksim, le président avait appelé à la retenue et au dialogue alors que le Premier ministre ordonnait la répression. En ligne de mire, la présidentielle cet été. Pendant des mois, il ne faisait aucun doute que Recep Tayyip Erdogan serait candidat. Mais en s'opposant à lui, Abdullah Gül pose ses jalons pour lui-même se présenter à la première élection d'un président turc au suffrage universel direct. Erdogan, même s'il bénéficie encore d'une forte cote de popularité pour une partie de la population turque, il est clair que son aura est quand même en train de ternir. Et donc Gül veut saisir ce moment d'affaiblissement relatif de son Premier ministre pour essayer de faire valoir que lui est un homme de conciliation, un homme de rassemblement et que ce serait évidemment le meilleur candidat pour accéder à la présidence. Le Premier ministre Erdogan joue son avenir politique dans les élections municipales qui se tiendront dimanche. Selon les résultats, il décidera ou non de se présenter à la présidentielle. Pour l'instant, malgré les affaires de corruption et les atteintes à la liberté d'expression, les sondages le donnent gagnant. L'AKP resterait majoritaire à près de 40%. L'actualité a également marqué d'autres pays dans la région. Je vous propose ce tour d'horizon en Égypte, en Israël et au Koweït, préparé par Inès Olagaray. Des cris de colère et de désespoir. En Égypte, le tribunal d'Al-Minya a condamné 529 membres des frères musulmans à la peine de mort. Les familles sont effondrées. Les avocats, eux, dénoncent un procès à la va-vite. Le juge nous a empêchés de rentrer avec l'aide des forces de sécurité. Il a rendu une sentence sans témoin et a condamné près de 530 personnes à mort. C'est ça la justice? La justice est morte. La peine doit encore être validée par le mufti, la plus haute autorité religieuse du pays. Les accusés sont poursuivis pour des violences qui ont provoqué la mort de 2 policiers en août dernier. Sur les 545 promorciers jugés, seuls 16 ont été acquittés. Très divisés en ce moment en raison de la situation en Égypte, les pays arabes tentent de mettre de côté leurs divergences pour se pencher sur le conflit syrien. Lors du sommet de la Ligue arabe au Koweït, l'Arabie saoudite a pointé du doigt la communauté internationale. Le prince héritier du royaume l'accuse d'avoir trahi la rébellion syrienne, faute de fournir des armes pour combattre les forces de Bachar el-Assad. En Israël, les employés du ministère des Affaires étrangères manifestent dans le calme. En guerre contre leur direction depuis plusieurs semaines, cela fait en réalité des années qu'ils se plaignent d'être mal payés et de manquer de considération.
C'est la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël que le ministère des Affaires étrangères est en grève. Nous faisons la grève parce que les gens du ministère des Finances essaient de détruire le service diplomatique d'Israël. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour éviter ça. Les bureaux du ministère sont fermés, les missions à l'étranger restent porte close et ont cessé d'émettre des visas depuis lundi. Une paralysie qui pourrait remettre en question la visite du pape François, prévue pour le mois de mai. Cité modèle dans le monde arabe, Bagdad est devenue, après des décennies de conflits, la pire ville au monde en matière de qualité de vie. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête qui a classé en dernière position de sa liste la capitale irakienne vieille de 1250 ans. Entre les pénuries d'électricité, d'eau potable, les contrôles au checkpoint et les attentats au quotidien, les Bagdadis doivent se débrouiller pour vivre. Reportage. Il y a moins de 40 ans, Bagdad était une ville modèle dans le monde arabe. Ses musées, ses universités étaient les meilleurs de la région, mais aujourd'hui, après des décennies de conflits, un cabinet de conseil international l'a désignée pire ville du monde en matière de qualité de vie. L'instabilité politique, l'insécurité et la pollution ont placé Bagdad derrière Port-au-Prince ou Bangui. Cette nouvelle fait du mal à tous les Irakiens parce que Bagdad est la ville de la civilisation, une ville d'histoire où les étudiants venaient se former. Les habitants de Bagdad doivent désormais faire avec une violence endémique. En février dernier, 31 voitures piégées ont explosé dans la capitale. La réponse des forces de sécurité est simple, ajouter des barrages et limiter les déplacements. La violence sectaire a brisé l'harmonie qui régnait autrefois entre musulmans, chrétiens et juifs. La situation est vraiment horrible et très difficile. Vivre à Bagdad, c'est maintenant comme vivre dans un baraquement militaire. Il faut passer 4 ou 5 barrages entre chez soi et le travail. À Bagdad, les coupures de courant sont devenues la norme. Des câbles électriques parcourent la ville et ceux qui en ont les moyens préfèrent acheter des générateurs. Des problèmes de drainage de l'eau causent des inondations systématiques pendant les fortes pluies d'hiver. Les autorités se disent débordées. Au Conseil, nous ne pouvons pas gérer tous les besoins d'une ville comme Bagdad, où vivent environ 8,5 millions d'habitants. Et la population de Bagdad continue d'augmenter. Refaire de cette ville ce qu'elle a été prendra des années. Direction l'Iran. Dans un parc du nord de Téhéran, Mariam et ses amis pratiquent le parkour. Un sport risqué mêlant acrobatie et gymnastique. La discipline qui consiste à se déplacer en milieu urbain en franchissant des obstacles est née en France à la fin des années 80. Grâce à ce sport, nécessitant un sérieux entraînement, ces jeunes Iraniennes n'hésitent pas à s'affirmer en bousculant les traditions. Reportage. Dans ce parc du nord de Téhéran, ces jeunes femmes se retrouvent chaque semaine. D'abord, elles s'échauffent avant de pouvoir bondir. Leur sport, c'est le parkour, une image qui détonne dans un pays conservateur comme l'Iran, où les femmes font généralement du sport à l'intérieur. On ne fait pas attention à ce que disent les gens. Parfois, quand on s'entraîne, ils nous critiquent et disent que ce n'est pas un sport pour les filles, que les filles doivent faire de la couture et de la broderie. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'une fille puisse s'entraîner comme un garçon. Célèbre dans les pays occidentaux, le parkour est un sport urbain qui consiste à courir, sauter et grimper sur des obstacles en faisant des acrobaties. Des mouvements d'autant plus difficiles que la loi islamique oblige les femmes à porter des vêtements amples, ainsi qu'un voile. J'ai peur que mes mouvements fassent bouger mes vêtements et montrent mon corps. J'ai peur de perdre mon voile. Malgré les contraintes, les filles restent déterminées à réussir et dépasser les stéréotypes. Pour beaucoup, le parcours, c'est juste pour les garçons. Ils pensent que les filles ne peuvent pas y arriver, particulièrement le free running. Mais nos filles prouvent qu'elles peuvent le faire comme des garçons et elles sont parfois même meilleures. Les filles s'entraînent 3 fois par semaine. Chaque mouvement est préparé à la perfection dans cette salle de sport où les risques de chute sont limités. Elles sont de plus en plus nombreuses chaque jour à suivre les cours. Aujourd'hui, elles sont presque 300 à venir ici. On s'entraînait au parc, ensuite on a eu accès à cette salle. Pour nous, le but était d'apprendre des autres filles, mais aussi de leur apprendre des choses pour qu'on apprenne ensemble. Ensuite, on a créé ce cours. Au début, il y avait peu de filles, mais peu à peu, on s'est développé. Pendant l'été, les jours où il y a plus d'étudiants, cette salle est remplie de filles. Pour elles, le rêve serait aujourd'hui de pouvoir pratiquer leur sport en compétition au niveau national.
On se quitte sur les images de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Festival international du film de Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman. Plus d'une centaine de films, dont 11 courts-métrages omani, sont projetés pendant la semaine. De nombreuses stars venues de 30 pays sont présentes. Le premier prix, appelé ici Ranjan d'or, sera attribué lors de la cérémonie de clôture le 29 mars. À très bientôt sur France 24. Merci à vous tous.